Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Café Caen, le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville. Je suis Ambroise et je suis à l'origine de cette aventure avec Valentin. Et avant de plonger dans le sujet du jour, un rappel important, Café Caen, c'est une coproduction Belle Écoute, studio de podcast à Caen, et la Bananerie, espace collaboratif audiovisuel. Merci Homo de nous accueillir pour ces enregistrements. Aujourd'hui, on plonge dans un secteur en perpétuelle mutation, la communication. 2025 a été une année mouvementée, climat économique instable, montée en puissance de l'IA, recomposition des agences, nouveaux métiers qui apparaissent, talents qui bougent, annonceurs qui hésitent. Bon, Caen, évidemment, a sa propre manière de traverser ces secousses. Et pour en parler, autour de la table, il y a Jean-Marie Joly, 40 ans d'indépendance avec nouveau regard, témoin privilégié des évolutions du métier. Pierre Pesquerel, fondateur de Birdie, en prise directe avec les nouveaux usages, l'influence social média, et Aurore Lepeintre, directrice générale de Cardinal, qui a mené l'une des transformations d'agences les plus ambitieuses de la région. Ensemble, on va essayer de comprendre comment Caen communique et ce que ça dit d'un territoire en pleine recomposition. On va commencer par une petite météo. Pour nous, là, il commence à être déjà un petit peu tard. Il fait nuit, mais c'est pas ces nuages-là qu'on va regarder, ni ce soleil qui n'existe plus, mais plutôt la météo du secteur. Aurore, est-ce que tu peux nous dire comment tu décrirais cette météo en 2025 ? On parle d'attentisme, de budget serré, d'instabilité, aussi de créativité réinventée. Voilà, dans tous ces sujets, comment toi tu t'y retrouves ? Bonsoir Ambroise. Oui, tu as un petit peu évoqué tous les sujets de l'année, j'ai envie de dire. Une année particulière, mais j'ai envie de dire, elles sont souvent aussi perturbées. Là, depuis 2020, on a souvent des aléas et des petites secousses. Donc, alors chez Cardinal, c'était une année, comme tu l'as souligné, un peu particulière. Donc nous, on a senti et vécu le ralentissement économique, l'attentisme des clients sur certains projets, etc. Mais c'était un peu une année de renaissance pour nous. Donc finalement, c'était donc ce qui s'est passé chez nous, c'est le regroupement de 7 agences de communication en une, sous le nom Cardinal. Donc ça fait 1 an qu'on travaille sur ce regroupement et donc beaucoup d'énergie en secret jusqu'au dévoilement le 15 septembre dernier, où là, en septembre, finalement, on a révélé Cardinal, et donc grosse période de communication pour nous, sur laquelle on surfe encore 2 mois et demi après. Donc finalement, oui, il y a cette conjoncture économique, mais par chance, j'ai envie de dire, et opportunité, on sort notre nouvelle agence, notre nouveau nom, après 20 ans à avoir construit un groupe sous cette entité. Donc finalement, ça lisse un peu l'impact économique, attentisme des clients, parce que ça attire. Parce qu'une seule marque, c'est plus de souplesse, ou parce que ça remet aussi une dynamique d'avoir un nouveau nom ? Il y a beaucoup de dynamique derrière, que ce soit en interne pour nos équipes, que ce soit pour nos clients, pour les prospects qui disent « Ah, mais ça bouge vraiment cette agence, donc on va la voir, on est curieux, etc. » Donc forcément, ça attire. Notre lancement en organique, c'est plus de 100 000 vues, tous réseaux sociaux confondus. Donc forcément, avec le paid qui arrive derrière, c'est beaucoup de rayonnement, donc ça attire du monde. Donc on sent que depuis le 15 septembre, nous, ça repart pas mal, ce qui n'est pas révélateur du marché. On en est conscient, le marché se réduit. En gros, on est plutôt habituellement sur une routine, on va dire, à 5 millions de chiffre d'affaires annuel. On sait que cette année, on n'y sera pas. On est logique, c'est logique tout ça. Par contre, pour faire ce regroupement d'agences, ça nous a permis d'optimiser nos coûts, de structures notamment, et divers et variés. On avait un bilan comptable par boîte, etc. Donc en optimisant tout ça, on se met aussi en phase avec un marché qui est plus tendu. Jean-Marie, 40 ans, comme je disais, d'indépendance, tu as dû en voir d'autres, en quelque sorte, de crise, d'années un peu compliquées. Celle-ci, elle est particulière, pas particulière ? C'est quoi ta philosophie face à cela ? Alors, la météo est plutôt bonne, je trouve, actuellement. Il y a eu un petit affaissement au mois de septembre de demandes entrantes.
Ça m'a interpellé, ça a interpellé l'agence de se dire faut être attentionné sur cette affaire. Et puis en fait, là, fin octobre, début novembre, déjà, ça repart, les demandes entrantes repartent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire que sur Caen, on n'a pas forcément les mêmes impacts que sur le Natio, quoi. Il peut y avoir encore une belle dynamique, la capacité d'avoir des clients qui ont des besoins, qui ont envie d'y aller, qui ont envie d'innover, qui ont envie d'une agence pour les accompagner. Alors, en termes de clientèle, on a plutôt une clientèle plurielle, dossier moyen, dossier important, et on joue beaucoup sur cette pluralité, ce qui nous permet de maintenir toujours nos marges, de maintenir nos objectifs. Il est vrai que quand tu as des clients assez importants, t'en perds un, ça fait mal, tu pleures, ça bouscule l'entreprise. Cette pluralité nous permet de bien maintenir, comme je l'ai dit. Tu parlais de difficultés. 2008 a été, pour exemple, une période extrêmement dure. On n'était pas prêt à subir ça. Donc les années servent aussi à cela, à gérer des périodes difficiles, à anticiper et à se structurer pour répondre aux éventuelles difficultés. Maintenant, par rapport au national, nous, notre business, il est fait à 70-80% en Normandie. Quelques acteurs, 20% à peu près sur Paris. Mais voilà, c'est la majorité quand même en Normandie. Voilà, et je trouve que les dirigeants investissent encore, croient en l'avenir et nous passent des commandes en communication, ce qui est plutôt quand même donne une idée positive, encourageant de leur stratégie. Pierre, influence, social media, c'est même tension, même frein, ou vu qu'on est sur un sujet un peu plus neuf, sur des métiers nouveaux, pour le coup, il y a une sorte de marché à part et on ne connaît pas les mêmes tensions. Déjà, merci Ambroise pour l'invitation, merci pour l'introduction quand même, qui est de qualité pour le coup. Alors l'influence, en fait, c'est un peu faussé dans le sens où là, c'est Noël pour nous. Non, ça fait un mois qu'on prépare Noël, donc en fait, on est sur une grosse période actuellement. Après, comme l'a dit Jean-Marie, effectivement, nous, cet été, c'était pas ouf, mais en fait, on a la chance que dans notre secteur, à chaque fois qu'il y a une fête, et en France, il y en a beaucoup, en fait, c'est très dynamisé. Donc, pour le coup, voilà. Alors après, on est sur un marché neuf, oui et non, dans le sens où il y a encore un peu, effectivement, une pédagogie à faire. Par contre, le marché, il a déjà quand même une bonne dizaine d'années. Donc, pour le coup, on est déjà là, on est plus en période de rodage, j'ai envie de dire. Mais en fait, voilà, faut se dire qu'à chaque fois qu'il y a une fête en France, pour nous, c'est cool, quoi. Donc, c'est aussi une fête pour vous. C'est aussi une fête pour nous, exactement. Pierre, quand on parlait ensemble de ce podcast, tu me disais, on est un peu frustré parce qu'on aimerait aussi être plus présent localement, mais en fait, dès qu'on a des talents, des influenceurs, des personnes qui ont cette capacité d'influence, notamment sur les réseaux sociaux, ils montent en compétence et qu'est-ce qui se passe ? Ils vont à Paris. Je regarde ton pull, Not from Paris, madame. Exactement. Comment tu expliques cette fuite de talent ? Alors en fait, comme je te le disais la dernière fois par téléphone, le problème vient pas. Enfin, c'est un problème de compréhension des deux parties. C'est-à-dire qu'on a un problème d'un côté des talents qui n'ont pas d'opportunité ici. Et on a un problème des marques qui ne créent pas aussi d'opportunités. En fait, l'un l'autre n'arrive pas à communiquer l'un avec l'autre. Tu vois, moi, ce que je te disais aussi au téléphone, bon, là, ça fait 5 ans qu'on existe. Je rêverais, mon souhait le plus haut, ça serait qu'une agence d'influence se crée aussi ici. Pourquoi ? Comme ça créerait un peu de concurrence. Et si on crée de la concurrence, après, on va se tirer vers le haut ensemble. Parce qu'il y aura une pédagogie, les clients vont faire des devis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je fais des devis ici en Normandie. Ils n'ont pas de point de comparaison en direct parce que nous, on est une agence de talent. Donc, une agence de talent, c'est encore différent d'une agence de stratégie. On a une grosse partie aussi stratégie, mais en fait, une agence de talent, c'est vraiment de la gestion en exclusivité de talent. Et pour le coup... Ce que tu appelles les talents, c'est une autre manière d'appeler les influenceurs. Mais parce qu'on dit plus influenceur, en fait. C'est pour ça, on dit, mais en interne, c'est vraiment talent, pour le coup. Parce que c'est des talents, tout simplement. Créateurs de contenu. C'est créateurs de contenu. Réussissent à résonner fort avec leur communauté. Bien sûr, c'est des créateurs de contenu. Donc, pour le coup, leur métier, c'est un métier qui est extrêmement courageux. Il faut avoir beaucoup de ténacité pour faire ce métier-là. C'est pas donné à tout le monde. Et donc,
c'est normal qu'on les appelle des talents, pour le coup. Aurore, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi, ce manque d'opportunités pour structurer. C'est vrai qu'on est aussi dans une région où on a 2 villes capitales qui sont Caen et Rouen, et c'est pas grand-chose quand on compare à un Lyon, quand on compare à Paris, quand on compare à Marseille. Est-ce que ça, on peut en souffrir pour nos entreprises Oui, c'est toujours notre challenge d'attirer les talents en Normandie. En plus, nous, on a un site à Caen, un site à Rouen. Donc, on a aussi ces deux casquettes. Moi, j'adore la marque employeur. Donc, ça fait longtemps que je teste des trucs pour attirer, que ce soit des Parisiens qui viennent au vert. J'adore l'idée. Parce que j'adore l'idée d'être passé par des agences parisiennes et arriver sur nos agences à nous et travailler ensemble. Parce qu'on le sait, les jeunes étudiants, et là, il y en a de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de jeunes qui sortent diplômés de nombreuses écoles de communication. Donc, il y a un petit embouteillage. Je vous invite à lire un article du Parisien là, qui est sorti il y a quelques jours sur justement le caractère un peu bouché de notre secteur. Très concrètement, tu ouvres un poste de chargé de com, tu as 200, ah 300, oui, 400 voilà, CV. ça peut. Là, on a un recrutement en cours. Mais oui, il y a beaucoup sur le social media. On a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup d'écoles qui délivrent beaucoup de diplômés. Et eux sont un peu dans l'impasse. Donc ça, c'est la difficulté. Et puis après, on est en région Normandie. On doit se rendre un peu sexy pour les attirer. Donc avec le lancement de Cardinal, on a aussi revu notre promesse employeur. C'est-à-dire, il y a quelques années, j'avais instauré le 4,5 jours et ça a fait un petit peu de bruit parce qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait à l'époque. Et on est revenu là-dessus. Et aujourd'hui, il y a eu le Covid, etc. Et on a fait une promesse employeur qui se veut un peu attractive. Pour détailler un petit peu, c'est genre, il y en a une 6e semaine de congés payés offerte. Ils font pas tout à fait 4,5 jours, mais 2 vendredis sur 3, ils finissent le midi. Le vendredi après-midi est libre. Mais pour les clients, on a étendu quand même les plages horaires. Ce qui était le problème du 4,5 jours, c'est qu'il y avait le vendredi qui était off et il n'y avait plus personne à l'agence pour certains clients quand il y a des soucis. Donc en fait, on fait du 8h, 18h pour les clients en étendu, mais il y a une flexibilité pour les équipes, avec équipe A, équipe B qui ne commencent pas à la même heure, et le vendredi, 2 sur 3 qui sont libres l'après-midi. On sent qu'il y a eu un paperboard, des schémas avec des flèches. Et le télétravail, quid du télétravail? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on redynamise les agences en l'arrêtant? En fait, on a fait un choix, on a arrêté le télétravail systématique, c'est-à-dire calé sur des jours. Et par contre, on offre la possibilité, donc c'est 4 jours de télétravail par mois, par exemple, mais ils peuvent les faire les 4 d'un coup et ailleurs, dans une autre région, depuis une maison de famille, et on offre cette souplesse-là qui se veut être un package un peu sympa, quoi. Enfin, on essaie. La gestion des talents à nouveau regard, ça se passe comment? Tu as des problématiques de recrutement? Tu partages le constat aussi de trop de communicants formés sur le territoire par rapport aux offres qui sont proposées, Jean-Marie? Alors effectivement, le nombre de jeunes communicants qui arrivent sur le marché est assez important, certainement trop important. Les écoles jouent sur cette envie d'apprendre et d'être dans les métiers de la communication. Ces jeunes-là vont être un peu désemparés assez rapidement, vont pas trouver de job. Voilà, nous, agence, on ne peut pas employer non plus toutes les demandes entrantes, assurément. Pour l'agence, nous sommes sur un format de 12 collaborateurs au sein de l'agence. On n'a pas tellement changé depuis nombreuses années. On est passé peut-être de 14 à 12, ensuite on est redescendu un peu, mais enfin toujours on se maintient sur ce chiffre. L'objet, c'est de travailler avec les équipes, avec un fort investissement en formation, une attention tout à fait particulière aussi au niveau des équipes pour éviter ce turnover qui coûte extrêmement cher à une entreprise, quelle qu'elle soit, et peut-être à une agence de communication en particulier. Ça, c'est une certitude et on travaille beaucoup sur cette montée, sur cette formation des équipes et sur cet apport en expertise de l'agence en global avec les femmes et les hommes
que représente. Ouais, ce que tu dis, se former, c'est une manière de fidéliser. Et j'ai envie de dire qu'en ce moment, ouais, il faut se former parce qu'on voit que le milieu peut être bousculé à peu près comme tous les secteurs. Hein. C'est très transverse quand on parle d'intelligence artificielle. Mais sur nos métiers qui sont ceux du conseil, de la créativité, on voit bien que ça repose des questions assez abyssales. Je voyais des démos produits avec des mannequins à qui on peut faire des tests produits comme des influenceurs pour pas cher et pour très rapide en quelque sorte. On voit peut-être des annonceurs qui ont envie de jouer aux apprentis sorciers avec ces outils en se disant ouais, mon agence de com me vend bien cher peut-être ce que je fais. Je suis l'avocat du diable, mais du coup évidemment ça doit vous questionner sur ce que sera vos entreprises demain. Ce qui est intéressant en plus avec vous trois, c'est qu'on a 3 tailles. Tu parlais du nombre de collaborateurs, on a retenu une douzaine de personnes. Arrête-moi si je me trompe, une 50aine de personnes pour toi, oui, Aurore. Et toi, tu as 4 salariés, donc 3 tailles très, très différentes, mais en même temps, tous un besoin de rentabilité. Alors, c'est quoi l'IA aujourd'hui pour vous et comment vous accueillez en tant qu'agence cannaise ce raz-de-marée? Qui a envie de prendre la parole? Vas-y, Pierre. Nous, l'IA, en vrai, on fait un métier très artisanal. Donc, en fait, on sait ChatGPT tous les jours, oui, ok, mais... reformulation. Non. Ouais, c'est ça, ChatGPT, reformulation. Sinon, à part ça, rien du tout. Zéro, enfin... Après, peut-être qu'on passe aussi à côté de quelque chose, mais nous, on fait vraiment un métier d'humain où le panneau publicitaire, j'aime bien dire ça comme ça, le panneau publicitaire, il a changé. Avant, c'était sur un poste de télévision, dans la rue. Alors attention, ça, c'est des stratégies qui sont vraiment globales. Mais pour la nôtre, nous, c'est vraiment l'humain. Et pour le coup, ils sont difficilement remplaçables. Alors après, tu as plein de créateurs de contenu IA et tout ça, enfin, c'est pas le problème. Mais demain, tu pourrais avoir un talent qui est une personne qui a créé un avatar et qui a de l'influence avec cet avatar et qui va te vendre. Alors perso, je pourrais pas. Perso, je pourrais pas parce que moi, c'est pas mon délire. Mais oui, j'ai des confrères qui le font. Je connais des gens qui en gèrent. Je connais des gens qui en créent. Oui. Mais moi, c'est pas mon délire. Dans le sens où nous, on est vraiment. J'aime bien dire qu'on est des artisans en fait. Nous, on accompagne globalement nos talents avec de l'humain. C'est-à-dire que moi, tous les jours, j'écris énormément à tous mes talents. On a une relation qui est très, très, très privilégiée. Les clients aussi ont besoin d'avoir vraiment cette proximité. Parce que, voilà, encore une fois, et c'est des budgets quand même. Hein. L'influence, tout ça, c'est quand même des budgets. Donc, quand on commence à mettre un petit peu d'argent dans ça, bon, on est content d'avoir quelqu'un qui nous répond au téléphone. Donc, l'IA par l'aide, ouais, c'est OK. Après, pas sur le cœur de métier. Ouais, moi je suis peut-être un jeune vieux quoi là-dessus. je suis peut-être un jeune vieux là-dessus. C'est pas mon délire, moi l'IA. Et en même temps, si vous aviez envie de tester à 4 personnes, on peut se dire qu'il y a une certaine souplesse et vous pouvez vous amuser. Là où qu'on est à 50 personnes, peut-être la réflexion elle doit être un peu plus structurée. Alors oui et non, parce qu'on s'est amusé très vite avec l'IA. On a plein de talents, du coup, et ils se challenge vite. Alors au début, il a fallu quand même démystifier le truc, quoi, même rassurer, parce qu'au début de l'IA, là, il y a quelques années, voilà, tout le monde s'est mis à stresser un petit peu dans l'agence en disant ouais, ça va nous remplacer, tout ça. Donc très vite, on a eu un consultant, on a créé une task force. Et comme on a plein de pôles, on a le pôle créal, le pôle social média, le pôle dev, etc. On a pris une personne référente pour chaque pôle. Et cette task force s'est réunie une fois par mois avec le consultant. Et voilà, au début, on désacralisait. Et puis après, ils ont commencé à travailler. Après, ils ont adopté. Et après, ils ont diffusé dans l'agence. Et là, c'est super parce que du coup, maintenant, tout le monde teste certains outils, etc. On n'a pas, même si on est gros, on se laisse vachement de souplesse dans le sens où, certes, on travaille avec Google Workspace et donc Gemini s'impose à nous. Cependant, on a quand même des licences ChatGPT. On a d'autres licences pour les créas, etc. On se laisse vraiment la possibilité de tester les IA et en fait nous on s'amuse avec et je pense que voilà, nos talents s'amusent avec, même le pôle administratif commence à l'adopter pour générer plus de matière, des choses plus rapidement. Donc la culture IA elle est là, maintenant il ne faut jamais perdre le fil et il faut continuer à la diffuser en interne auprès de nos clients aussi.
On est complètement transparent. Il y a un vrai sujet pour le client on aussi. Se dit souvent, pour le client, c'est comme si on venait d'avoir Photoshop ou InDesign. C'est un outil de plus, en fait, qui nous permet de faire des choses canon. Donc, pourquoi s'en priver? On reste les humains. Par contre, ce que je dis souvent quand je parle d'IA, c'est qu'il ne faut pas oublier d'être intelligent quand on manipule l'IA. Et ce que je dis aussi auprès des jeunes qui sortent de diplôme ou ceux qui veulent commencer à avoir des formations en communication, c'est, et d'ailleurs le Parisien en parle très bien dans son article également, c'est faire attention maintenant à ne pas aller vers des masters hyper spécialisés, métiers ou outils, parce que tout ça, ça va être révolutionné. Donc revenir vers des masters plus généralistes, avec beaucoup de culture générale, beaucoup d'histoire, d'économie, de sciences sociales, pour pouvoir maîtriser les outils de demain et pas se focaliser sur de l'hyper spécialisation, ce qui a été le cas ces dernières années-là. Ouais, bien sûr. Bien sûr, Jean-Marie, quand tu parlais de faire évoluer tes équipes, forcément, je suppose que ce sujet est forcément en place. Je le dis quand même, on bosse ensemble sur ce sujet, qu'il n'y ait pas de malentendu. Et donc, je sais qu'en effet, tu as ce projet, mais tu peux nous en parler? Oui, effectivement, c'est un sujet extrêmement important, une aventure nouvelle qui se présente à nous. C'est assez formidable. J'entendais que ChatGPT est sorti il y a 3 ans maintenant, presque jour pour jour, donc c'est assez récent. On utilise tous cet outil. Faut pas oublier, comme disait Aurore, que c'est quand même l'homme qui est au cœur du prompt, qui est au cœur de sa demande, et c'est un outil supplémentaire. Un outil puissant, un outil extrêmement fort. J'ai encore remarqué cet après-midi lors de sujets. J'étais assez épaté d'ailleurs. Mais c'est quand même l'expert qui va apporter son écriture, son point de vue, son expertise donc à augmenter avec l'aide de l'IA. Et Dieu sait s'il y a des outils qui sont extrêmement larges de plus en plus à ce jour. La transformation que l'on va vivre dans les quelques années prochaines, et ça va aller vite, alors c'est ce qui est peut-être un peu fatigant pour nos entreprises, cette rapidité, c'est pas tant l'intégration de ces outils à la transformation de nos productions, qu'elles soient vidéo, qu'elles soient textuelles, qu'elles soient images, qu'elles soient stratégiques ou autres encore. C'est plus la valeur que va apporter l'agence de communication dans ces 2-3 ans prochains. Pourquoi faire appel à une agence alors que je pourrais peut-être obtenir un résultat passable, mais en même temps direct, et donc il y a besoin de justifier la valeur? C'est ce que tu veux dire par là Justifier la valeur est une chose, c'est plutôt quelle promesse, quelle valeur on va apporter. Nos agences sont organisées depuis un certain nombre d'années, processées avec une promesse, avec un apport d'outils, d'actions, de réflexion, voilà. Ça nous donne la possibilité au sein de l'agence de faire un grand n'importe quoi, si on veut, quand même à moindre coût, avec des outils hyper puissants. Quelle offre on va apporter dans les 2-3 ans, dans les 2-3 prochaines années? Une des questions, j'ai l'impression, qui est centrale, c'est aussi quel business model, parce que jusqu'à présent, on était beaucoup sur la vente de temps. Le temps va potentiellement se faire compresser parce qu'on pourra faire plus rapidement. Alors on voit très bien comment on va pouvoir utiliser ce temps pour plus de veille, pour plus de décisions, pour plus de bien-être au travail. Mais pour le client, comment justifier que lui, ce temps qu'on passe en moins sur son dossier, sur cela, eh bien en quelque sorte, on va lui facturer le même prix. Il y a une sorte de nœud là qui se crée. Comment vous accueillez cette problématique ? Alors, je continue. Effectivement, on vendait du temps jusqu'à présent. Globalement, c'était notre modèle. Demain, ça va se compresser, comme on vient de le dire. Donc, c'est justement vendre de la valeur. Il va y avoir un effet quand même dans les quelques années prochaines, avec une accélération de la production, à un effet baisse des prix. Vendre moins cher pour gagner des marchés. Et puis, dans un deuxième temps, ceux qui seront toujours là, il va falloir faire une promesse un peu différente.
on va vivre des années passionnantes, on va dire ça comme ça. passionnantes, effectivement, une belle aventure. Et ça va se passer dans les 3-4 ans prochains. Hein, ça va aller assez vite. Vivement cette aventure. Ouais, non, mais on... Oui, alors nous, on s'est plutôt positionné par rapport à, oui, on vend du temps, mais on vend du temps stratège. Donc, on a besoin d'outils pour déployer les stratégies, mais quand même, le temps de la stratégie, des concepts, finalement, qu'on gagne du temps sur le déploiement, ne veut pas dire qu'au final, on va passer moins de temps pour le client. Parce qu'on va plutôt aller au bout du conseil, du concept, voire en proposer d'autres et favoriser le temps humain de la réflexion, du brainstorming, qui est augmenté. J'adore ta notion, moi j'aime bien l'utiliser en fait. Grâce à l'IA, on a nos prestations, elles sont augmentées, notre réflexion est augmentée, tout. L'humain est augmenté, il faut faire attention à... C'est pas parce qu'on peut aller plus vite avec l'IA qu'il faut aller plus vite pour les équipes. On va pas griller nos équipes non plus à produire toujours plus vite. Et donc c'est à nous d'éduquer aussi notre client en disant non mais c'est pas parce qu'on a un outil qui nous permet d'aller plus vite, comme pour InDesign, pour Photoshop, pour ce qu'on faisait à la main, avant on dessinait à la main, etc. Enfin tout ça c'est de l'évolution. Maintenant on peut écrire en dictant, enfin il y a tellement de choses, mais pour autant prenons le temps de la stratégie. Et nous notre baseline c'est l'esprit stratège. Et je pense que ça va nous guider dans les prochaines années justement de transformation du marché, etc. C'est que nous on va rester quand même très focalisé sur la partie stratégie. Je parlais de la bonne taille d'agence à avoir quand on est dans une ville comme Caen. Petite agence, ultra agile, agence moyenne, peut-être fragilisée, grand groupe. On voit aussi que ça apporte son lot potentiellement d'aléas. Quand on est là depuis un petit moment sur ce marché, on voit aussi des cycles se faire qui sont des fois un peu répétitifs, même de grossir pour repartir bas ou même ne plus exister. C'est une question à 1 milliard que j'ai envie de poser. C'est quoi la bonne taille, ou en tout cas c'est quoi le récit que vous avez derrière et qui vous motive à un moment donné d'avoir 50, 12 ou 4 collaborateurs? Pierre, l'envie de rester à 4, l'envie d'arriver demain à bien plus? Non, moi j'aimerais bien avoir la taille comme Jean-Marie, 12. Ouais, 10-12. Ouais, 10-12 c'est une bonne taille, bien répartie après. C'est-à-dire qui va où pour servir quel client, dans le sens où moi j'aime bien, en fait nous on est quand même positionné, je reviens sur ce que disait Jean-Marie, nous on a une manière de voir qui est assez différente et nos clients nous appellent vraiment pour notre univers. Et ça on l'a remarqué dès la première année, parce que comme on dit souvent ce qu'ils veulent pas entendre, mais du coup ils nous aiment bien pour ça en fait. Et donc j'aimerais bien plus tard, on verra de quoi l'avenir sera fait, qu'on soit une petite dizaine mais avec des snipers et justement qui proposent des idées à chaque fois, parce que moi il y a une agence que j'adore en national, c'est Buzzman. Par exemple, Buzzman, bon après, maintenant ils font partie d'un groupe, depuis longtemps d'ailleurs. Eux, pour le coup, chaque opération est quand même un succès. Et moi, c'est ce qui m'intéresse pour le coup, c'est-à-dire d'avoir un peu moins de clients, un peu moins de collaborateurs. Par contre, chaque opération, on s'en rappelle. Et à chaque fois, le client, quand il vient nous voir, c'est qu'il a un besoin très précis, un moment très précis, et qu'il a envie de dire quelque chose de très précis. Justement, moi j'aime moins, même si on a besoin, et je suis chef d'entreprise avant toute chose, j'aime moins le volume, justement parce que j'aime bien, quand un projet sort, toi tout à l'heure il y a une campagne à nous qui est sortie, j'aime bien les regarder. Je prends plaisir à les regarder et me dire putain ça c'est cool quoi. Ça c'est cool. Et en fait du coup je sais pas la bonne taille ou pas, de toute façon ça dépend de chacun. Mais pour le coup ma bonne taille ça serait d'être moins. Par contre facturer des honoraires parce qu'on a des bonnes idées pour le coup et une bonne idée ça se facture. Donc mais justement à chaque fois sortir des projets dont on se rappelle et dont nous, surtout, on est fiers. Voilà. Ouais, une taille qui te permet la maîtrise, le pilotage et d'aller vraiment dans surtout, la direction que exactement. tu souhaites. Et en fait, surtout, ce qu'on veut, c'est amener... d'alimenter la machine. Exactement. Parce que, et surtout, ce qu'on veut, c'est amener un client quelque part. Voilà. C'est-à-dire que nous, on sait, plusieurs fois d'ailleurs, on a refusé des marchés et où on n'y a pas été. Parce que pour le coup, en fait, on n'était pas, ça nous correspond pas, et puis voilà, ça fitait pas avec les clients, et donc du coup, ça devient un peu, c'est complicado. Mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est s'éclater. Voilà, s'éclater sur chaque projet, délirer, rigoler. Là, ça fait 5 ans.
Tu peux me sortir tous les projets que j'ai fait. Franchement, en vrai, je suis fier de tous les projets qu'on a fait. Pour le coup, et justement, garder ce truc-là. Alors attention, je ne reste pas moi encore une fois un chef d'entreprise. Mon but étant, c'est quand même de faire du chiffre, de faire du résultat, de la marge. Cependant, je pense que c'est très compatible avec justement les projets qui sortent et que ce soit drôle, quoi, pour le coup, parce qu'on est quand même un métier où il faut rigoler. Si on rigole pas, on ne peut pas faire ce métier-là. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on voit un peu le truc, quoi. De rester à 12 depuis ce petit moment de 40 ans, ça veut dire que c'est à peu près une taille qui te convient, Jean-Marie. Oui, je pense que c'est la taille de l'entreprise, puisqu'il y a 3 tailles différentes. C'est la taille, en fait, du costume du dirigeant, voilà, dans lequel il se sent bien et dans lequel il peut bien évoluer dans son environnement, puisque on sait très bien que sur Caen, il y a eu des agences d'un volume assez important. Ça ne fonctionne pas, mais ils peuvent aller chercher du travail à l'extérieur sans aucun problème. C'est lié vraiment au marché canin, Non, c'est lié à l'homme. C'est une entreprise, elle est liée à l'homme, c'est lui qui dirige, c'est lui qui oriente, c'est lui qui emmène. Après ça, peut-être que l'entrepreneur a vu trop grand et à un moment donné, le marché se retourne. Mais ça fait partie de la stratégie de l'entreprise aussi, c'est savoir réduire un peu les équipes pour rebondir après ou prévoir avoir un plan B si quelque chose arrive. Je ne dis pas que l'accident ne peut pas arriver, mais anticiper, c'est bien le propre du dirigeant. Donc, il faut aller dans ce sens. Roulement de tambour, Aurore, parce que de ce que j'ai entendu, apparemment, il va falloir que tu défendes le modèle de 50 collaborateurs. Oui, on a été même un peu plus et on vise plus. D'accord. Alors moi, ce qui m'anime, j'ai eu aussi une agence d'une dizaine de personnes pendant à peu près 10 ans. Et puis après, l'aventure s'est développée. On est monté à 50 personnes. Ce qui m'anime, c'est les projets d'envergure. Donc forcément, il faut être costaud pour attirer ces projets d'envergure. À la différence de Jean-Marie et de pas mal d'agences locales, plus de 50% de notre chiffre d'affaires est hors région. Donc c'est normal aussi, il faut occuper toutes nos équipes, on vend du temps de nos équipes, donc quand on a 50 CDI, il faut aussi remplir les plannings. Donc on fonctionne comme une agence parisienne, on a un responsable de la production des plannings qui va, avec un outil assez puissant qu'on a mis en place, qui est 7 logiciels en un, va faire les devis, la facturation, les RH, les plannings, on va tout pouvoir maîtriser. Parce que la clé, c'est la gestion, c'est la rentabilité pour pouvoir avoir cette grosse machine. Donc on veut grossir, doubler minimum et attirer des gros projets. En fait, le client qui moi me fait vibrer, même si j'adore, il n'y a pas de taille de clients qui sont plus ou moins bien traités à l'agence, pas du tout. C'est juste que quand un client nous donne 200 000 € de budget de communication, on peut s'amuser, il y a des limites, mais on peut concevoir, on peut avoir des idées qui vont bien au-delà d'un client qui a 20 000, qui sera aussi à l'agence. Mais voilà, c'est pas les mêmes ambitions. Et donc moi, c'est ce qui me fait vraiment vibrer. Mais en même temps, les idées, elles sont valables pour tout le monde. Donc des fois, on a des petits projets sur lesquels on s'éclate. On trouve que l'idée, elle est excellente. Mais voilà, les moyens sont pas les mêmes selon les projets, quoi. C'est chouette d'entendre des visions de dirigeants différentes et de voir que, heureusement, il y a des grandes entreprises, des moyennes, des petites, et c'est comme ça que cela fonctionne. Merci Jean-Marie, Pierre, Aurore pour votre vision sans filtre, c'était ultra concret. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la communication à Caen, c'est pas seulement un secteur sous tension, on l'a bien compris, c'est un écosystème créatif, capable de se réinventer vite, porté par des talents, vous en faites partie, et secoué par des transformations de fond qui ont l'air d'être plutôt bien contenues, notamment l'IA. Eh bien, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à noter ce podcast et le partager. On va poursuivre ce marathon, il n'est pas encore terminé, non, loin de là, avec d'autres tables rondes, d'autres thématiques, donc n'hésitez pas à faire vos curieux. À bientôt. Merci. Merci.